Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour ce nouveau numéro de l'Unipop consacré évidemment au cinéma mais aussi à la peinture avec la figure de Pierre Bonnard dont on va beaucoup parler ce soir. Et c'est un Unipop de ville en ville et donc je vais sacrifier à la tradition avec grand plaisir puisque je vais saluer les spectatrices et les spectateurs des autres salles qui sont avec nous ce soir. Figurez-vous que ce soir, il y a 37 cinémas qui nous accompagnent. Sans plus tarder, j'appelle à mes côtés le réalisateur du film que vous allez découvrir dans un instant, Bonnard, Pierre et Marthe. Voici Martin Provost. Et il n'est pas venu seul, puisqu'avec lui, j'appelle Cyril Siamin, qui est le directeur général et le conservateur en chef du patrimoine pour le musée des impressionnismes Giverny, voilà, qui arrive directement de Normandie ce soir. Alors merci à tous les deux d'être là, ça nous fait très plaisir. Dans un instant, on va découvrir, donc Martin, votre nouveau film qui sort, je le rappelle, parce que j'oublie toujours de le dire, le 10 janvier prochain. C'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes dans la sélection Cannes Première. Alors Martin, vous avez donné au cinéma des très beaux portraits d'artistes. Je pense évidemment à Séraphine en 2008, qui avait été un succès immense, un succès public, film couronné de prix avec Yolande Moreau. Ouais. Et puis également en 2013, un film que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Violette, sur Violette le Duc, avec Emmanuel DeVos, magnifique. Hein. Voilà, là ce soir on a encore un portrait d'artiste, et pourtant le film n'est pas un prénom, le titre du film, puisque c'est Bonnard, Pierre et Marthe. Il y a quelque chose d'indissociable dès le titre du film. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelques mots sur ce titre et ce projet qu'on va voir dans un instant? Après Séraphine, donc j'ai été approché par Pierrette Vernon, qui est la petite nièce de Marthe Bonnard, et elle voulait que je fasse un film sur sa grand-tante. Je suis allé chez elle, il y avait des Bonnards partout, je me souviens, puis elle m'a emmené dans une autre pièce où il y avait un petit tableau, et c'était une petite nature morte peinte par Marthe. À l'époque, j'avais pas du tout envie de refaire un film sur la peinture, j'ai laissé passer du temps. Et puis pendant le confinement, j'étais chez moi et il se trouve que j'habite pas loin du musée, enfin pas loin de Giverny, à 3 km de Giverny. J'habite près de Véteuil, où habitait Claude Monet avant de s'installer à Giverny. Et j'ai toujours le sentiment, quand j'ouvre mes fenêtres, de vivre dans un tableau de Bonnard. Ce jour-là, j'ai ouvert mes fenêtres parce j'ai pris un livre dans ma bibliothèque. C'était des tableaux de Bonnard, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le déjeuner. Ce qui m'a frappé, c'est que les yeux de Marthe étaient flous, comme si Pierre Bonnard avait passé son doigt dessus ou avait essayé de percer quelque chose, de comprendre quelque chose du regard de Marthe. J'ai tourné les pages, j'ai vu que son visage était pratiquement indéfinissable sur tous les tableaux. Et je me suis dit, tiens, cette femme qui ment, oui, parce qu'elle avait menti sur son identité, je ne vais pas vous raconter le film, vous allez le découvrir maintenant, cette femme qui ment, Pierre a essayé de la découvrir à travers sa peinture et peut-être de comprendre son mystère, en tout cas de s'en approcher. Et je me suis dit, non, le film ne va pas s'appeler Marthe, il va s'appeler Pierre et Marthe. On va découvrir ça dans un instant. Et alors, Cyril Siamin, je suis aussi ravi de vous avoir avec nous ce soir, puisqu'on va goûter avec joie votre regard de spécialiste à la fois sur l'œuvre de Bonnard, également sur sa vie avec Marthe, et puis sur le lien qu'il avait avec la Normandie. Est-ce que pour vous aussi, le couple Marthe et Pierre Bonnard est un couple iconique également ? C'est un couple très mystérieux en fait, et Pierre Bonnard est un artiste dont il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc là, on a levé un voile avec Marthe. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement sensible. Vous avez rendu justice à une figure qui était méconnue, simplement connue des spécialistes. Et puis, on est en train de découvrir une artiste, donc ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est aussi un magnifique portrait d'amour, et je pense que c'est un hymne du cinéma. Voilà, mais Bonnard, en tant que tel, est un artiste extrêmement important de la modernité, qui a été éclipsé certainement par Picasso, mais qui a maintenant une renommée énorme. Et en fait, il y a énormément de découvertes, de recherches sur Bonnard. Et sa période normande est une des plus productives. Évidemment, il y a sa vie ensuite au Canet, où il y a un magnifique musée. Mais on s'intéresse de plus en plus à la Normandie. Et c'est vrai qu'il est resté près de 25 ans. Et le lien avec Claude Monet est fondamental dans sa relation à la fois à l'art et à l'amour. Je pense que c'est important peut-être qu'on en débattra tout à l'heure. Moi, je trouve, en tout cas, je vais les féliciter, Martin, c'est un très beau film. Je trouve qu'il y a des paysages
incroyables. Il y a des vues sur l'eau qui sont sublimes. Il y a des lumières magnifiques. Donc vraiment, c'est une belle réussite. Moi, j'ai hâte de voir ce que va penser le public de ça, parce que notre regard de spécialiste, c'est intéressant, mais on est aussi des spectateurs avant tout. Et je pense que vous allez passer un bon moment de cinéma. Merci bien. On va vous laisser. Très bonne projection. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, on va se remettre de nos émotions. Martin, bravo pour ce très beau film qui a beaucoup plu. Merci Nicolas. J'ai envie de commencer par dire qu'on n'a pas vu un biopic ce soir. Merci. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as écrit ce scénario, comment tu as pensé les choses? C'est un film sur la peinture, certes, mais aussi sur un couple. Oui, sur un couple. Comment est-ce que tu as envisagé ce film? Alors c'est assez loin, parce que j'ai commencé à écrire il y a plus de 2 ans maintenant, et je ne sais plus, et c'est intéressant que Cyril soit là, parce que je ne sais plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et parce que dans ma façon de travailler, donc il y avait le livre de François, j'ai lu d'autres ouvrages, mais je m'attache toujours à essayer de recréer la vie. C'est ça qui m'intéresse, à partir évidemment des toiles, mais aussi des éléments des lettres, de la correspondance qu'il y a entre Bonnard et Vuillard. D'un seul coup, une phrase me déclenche quelque chose. Et par exemple, c'est Françoise Cloarec, en ce qui concerne la mort de René, mais je crois qu'on ne sait pas trop. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches faites sur elle, je crois. Et j'avais lu, je ne sais plus où, qu'elle s'était tirée une balle dans la tête. Et Françoise me dit, moi je pense qu'elle est morte dans sa baignoire. Et évidemment, les tableaux de Bonnard, qui sont des œuvres, moi je trouve maîtresses et que j'aime, c'est les martes, les fameux martes dans la baignoire. C'était une espèce d'écho magnifique. Et je me suis dit, oh merci Françoise, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et peut-être que le film permettra de le savoir ou pas, mais en tout cas, j'essaye à chaque fois que ça me déclenche un désir de cinéma, non pas un désir de réalité, de fidélité à la mémoire ou à la réalité, mais en tout cas, oui, quelque chose qui, chez moi, déclenche une émotion, quelque chose, pas toujours émotionnel, c'est, je ne sais pas, une certitude que là, je vais faire quelque chose de juste qui est du cinéma, qui est de l'ordre du cinéma. Je racontais tout à l'heure la fameuse séquence où les femmes sont dans l'eau. Oui. Peut-être tu veux en parler d'abord. Oui, enfin la belle séquence entre Marthe et Missia. Oui, elle avait été pensée pour être dans le fameux étang des nénuphars chez toi. À Giverny, parce que la scène devait se passer au début, ils allaient chez les Bonnard, chez les Monet, pardon. Et puis, c'est aussi un film, c'est aussi des contraintes financières, des contraintes qui sont parfois très positives. Et j'ai été obligé de resserrer le tournage autour de la maison de Bonnard. Et du coup, j'ai imaginé ce déjeuner, c'était eux qui venaient, et c'était l'inverse. Alors tout à l'heure, avec du matériel qu'a amené Cyril, on va revoir un peu la maison de Bonnard telle qu'elle est aujourd'hui, entre autres. Vous allez voir, c'est très intéressant. Justement, le film se concentre beaucoup sur les lieux. Alors il est divisé en 3 parties, on peut dire, architecturé comme ça, 1893, plutôt Paris, puis 1914, la Normandie, et ensuite le Canet en 1942. Avec une parenthèse à Rome. Et la parenthèse à Rome, tout à fait. Donc, en fait, d'abord, ça a été ce canevas-là, et à l'intérieur, des anecdotes, des... Non, j'avance pas comme ça. Quand j'écris, je pars toujours à l'aventure. Donc, oui, je savais en gros, de toute façon, la vie est assez... La vie des Bonnard, bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu aborder, mais la trajectoire amoureuse, en tout cas, de ce couple, me paraissait plutôt dessinée à travers ces périodes-là. Mais il y a des périodes dont je n'ai pas pu parler, parce que ça aurait été un film fleuve, vous seriez encore dans le noir. Et donc j'ai vraiment essayé de montrer ce que pouvait être une relation belle, forte, et chaotique entre 2 personnes. Donc pour ça, j'étais obligé de faire des raccourcis, vraiment.
Et sur le personnage de Marthe, donc, qui vraiment est prégnant dans le film, et c'est une volonté, on l'a compris. Est-ce qu'il y a de la littérature sur elle en particulier parce que Bonnard, on imagine qu'effectivement... Oui, il y a un livre absolument merveilleux de Guy Goffet. Hein, j'oublie toujours le titre. Marthe, toujours et toujours nue. En plein soleil, toujours nu. Oui, un petit livre d'un poète, je crois on peut dire un poète belge, qui est une merveille. Et je me souviens l'avoir lu il y a longtemps. Hein, et je me disais, c'est très très beau, c'est tellement beau, tellement juste, et très solaire sur Marthe, et très aimant. Et ça aussi, ça faisait partie des petits éléments qui me disaient que ce qu'on disait d'elle n'était peut-être pas si vrai que ça, qu'il y avait une personnalité là qui était un peu étouffée par l'histoire, par des on-dit, et pas spécialement par la réalité. Alors justement, est-ce que les comédiens, on va parler du casting, parce que dans tous vos films, il y a des très grands acteurs qui sont là. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Et est-ce que les comédiens, alors, est-ce qu'ils ont participé à cette construction du scénario ou pas vraiment ? Non, pas du tout. Ou est-ce que de quoi vous les nourrissez, les comédiens ? Je pense à, si on prend par exemple Cécile de France, qui est vraiment... Alors Cécile, c'est une grande travailleuse, donc Cécile, elle voulait lire, mais il n'y a pas énormément de choses sur Marthe, donc c'est un peu limité. Mais on a fait beaucoup de lectures, et on est surtout parti de cette contradiction immense pour elle, c'est qu'elle me disait, mais je n'ai rien de Marthe. Je n'ai absolument rien de cette femme, elle m'est totalement étrangère, et à chaque fois, je lui dis, mais c'est ça qui est intéressant, tu vas aller sur un territoire inconnu, et tu vas explorer des parts d'ombre, des zones de toi que tu ne soupçonnes peut-être pas. Et il me semble que, en tout cas avec les grands acteurs, ils ont cette capacité je dirais, à s'effacer, à disparaître, pour justement laisser venir quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse tous, qui est dans l'invisible et qui s'incarne soudain, même parfois de façon brutale et insoupçonnée. Donc ça c'est un travail de la part de Cécile très, très intense, très conscient, et elle arrivait sur le plateau le matin... Elle était Marthe. Je me souviens, le premier jour où j'ai dit moteur, c'était très impressionnant. Elle n'était plus du tout Cécile de France. Mais pendant tout le tournage, elle était assise sur un petit tabouret dans un coin et elle ne s'éloignait pas. Alors c'est marrant parce qu'elle dit « je n'ai rien de Marthe » et je trouve que... Alors Vincent Macaigne, le choix de Vincent Macaigne, moi j'aimerais bien que tu nous expliques un peu d'où il vient, parce que moi j'ai appris un peu en regardant les choses avant ce soir que Pierre Bonnard était quelqu'un de grand, de maigre, alors que Vincent Macaigne, c'est un acteur qu'on connaît pour être un peu rond. Alors là, effectivement, il est beaucoup transformé, il s'est beaucoup transformé. Comment j'ai un projet dont on parlait tout à l'heure avec lui, qui est sur un autre peintre. C'est pas un peintre, parce que c'est un personnage qui s'appelle Marcel Bascoula. C'est un film que j'essaie de monter depuis longtemps. Et donc je me suis dit, c'était l'occasion, parce qu'on s'aime beaucoup, que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, tiens... je suis sûr que je peux l'emmener sur lui aussi. J'avais envie en plus, parce que c'était presque préparateur de Bascoulard, de lui enlever ses cheveux, de lui enlever du gras, de le transformer. C'est formidable quand on est enfant et qu'on joue. Moi, je jouais dans le garage de ma grand-mère. Je me déguisais. Ça commence comme ça, et c'est aussi simple que ça. C'est un jeu. Et si l'acteur accepte le jeu avec vous, c'est une espèce de jeu de miroir d'ailleurs, parce que je sais le faire en tout cas, si vous l'emmenez et qu'il s'abandonne, et c'est ce qu'il a su faire, je trouve, de façon magistrale dans la deuxième partie du film, un peu moins au début, on en parlait tout à l'heure, c'est très jouissif parce que c'est mon métier, c'est mon rôle de faire ça, de l'emmener là. Il a beaucoup résisté. Et je rappelle que tu fus comédien. Oui, c'est loin, ouais, c'est il y a longtemps. Hein. Oui, j'ai travaillé avec des metteurs en scène magnifiques, donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que Vincent, c'était très compliqué, parce qu'il y avait le Vincent que vous connaissez tous, évidemment qu'on aime, et il y avait Bonnard. Et il y avait une espèce de lutte entre les deux, parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il ne voulait pas complètement s'abandonner. Et puis petit à petit, ça c'est mon rôle, c'est presque un jeu amoureux. Il faut arriver à emmener l'acteur le plus possible dans une confiance pour que il lâche prise. Et il a fini par lâcher prise. Et là, il est devenu absolument prodigieux. Anne Grunberg, dans le dossier de presse du film, elle dit « Martin est dans la joie de la recherche », en parlant de la direction d'acteur.
C'est un beau... Et Anouk Grunberg est formidable aussi dans le film. Ça fait plaisir alors, Anouk, c'est une actrice de théâtre, donc là, on était ensemble, on était dans le même... sous le même préau, je dirais. Et puis c'est une actrice très exceptionnelle et très inventive, et avec un humour qui me ressemble. Et évidemment, ça a été du gâteau. Et puis elle est très libre, Anouk, donc elle y va à fond. Et elle a eu très peu de jours avec elle pour tourner tout ça. Donc c'était aussi une espèce de rythme un peu fou, comme ça, dans lequel on est partis ensemble et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, oui. Il y a un personnage du film aussi dont alors il y a d'autres personnages, d'autres formidables acteurs, André Marcon, Grégoire Le Prince Ringuet, etc. Il y a un personnage important du film, c'est la Seine. La rivière, voilà, la caméra est au bord de l'eau, il y a des scènes magnifiques au bord de l'eau, la caméra est dans l'eau, la caméra est avec eux. Est-ce que ça, c'est un parti pris qui était là, présent dès le départ? Ah oui, je savais que c'était un des personnages du film. Ouais. On vit au bord. Moi, je vis là où j'ai tourné. Hein, la séquence des deux femmes dans l'eau, j'habite là. C'est ce que je vois tous les matins. Pas de ma maison, mais quand je descends sur le chemin de halage, je le photographie tous les matins. Et c'est un endroit absolument extraordinaire. Et j'ai perdu la question. Non, je parlais de la... Oui, et nous, on vit au bord du fleuve. Voilà. Et Giverny, qui est à 3-4 km... À 2 heures de barque, hein, si j'ai compris. C'est ça. Oui, c'est ça. Sauf qu'on m'a fait remarquer... Vraiment bien. Oui, on m'a fait remarquer que la barque venait dans le mauvais sens, parce que normalement... Ah bon. Mais enfin bon, c'est des bêtises, mais... parce que, oui, Vernon est en amont de Giverny, donc... normalement, la barque aurait dû arriver de l'autre côté, mais enfin bon, c'était pas possible. Et on vit avec le fleuve. Monet vivait avec le fleuve. L'étang est pas gagné sur le fleuve, mais il a détourné l'Epte pour construire cet étang. Et puis quand il y a des crues, ben l'eau monte jusqu'à... Autrefois, il inondait la route. Oui, je suis né, moi, au bord de la mer et je continue ma vie au bord d'un fleuve. Et l'eau, pour moi, on ne peut pas vivre sans eau. Et alors, on va parler de la maison proprement dite. Vous n'avez pas tourné Non, j'avais visité la maison, mais là, Cyril a, je crois, beaucoup plus de choses que moi à raconter sur cette maison, et qui était dans un état assez déplorable, et au bord avec une route très passante, avec des poids lourds derrière. Je pense qu'en plus, avec le temps, les îles qui étaient en face ont bougé. Enfin, donc avant, on voyait Vernon, on voyait maintenant c'est bouché, et non, c'était pas possible de tourner là. Il aurait fallu des moyens que je n'avais pas, et puis même... ce que je cherche à faire, comme pour la maison du Canet, la maison de la Villa Les Bosquets, est une petite maison modeste. Hein, c'est une petite maison, un petit chalet comme il y avait dans le Midi. Pardon. Et j'ai trouvé cette maison parce qu'on a fait des recherches. Je cherche toujours des décors avec des histoires. Ça me paraît plus intéressant et la caméra aime capter ça que de recréer complètement un décor. D'abord, je n'ai pas ces moyens-là et ce n'était pas la direction que j'ai voulu prendre. Et alors Cyril Sciamma, justement, est-ce que vous avez retrouvé le Bonnard que vous connaissiez un peu dans ce film ou parti? Moi j'ai été assez ému en fait en voyant le film parce que il y a une atmosphère qui est créée qui est très difficile à rendre. C'est-à-dire que c'est quand même, ça paraît récent, il est mort en 1947, c'est pas si vieux, mais sa jeunesse c'est 1893. C'est parce que ça dit aux gens, mais enfin c'est quand même des conditions de vie plus rudimentaires. Il rencontre Marthe avec le tramway. Elle vit très très pauvrement. Et c'est difficile de rendre cette atmosphère-là en fait pour nous en 2023. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Le thème de l'eau est magnifique. C'est vraiment un thème qui parcourt toute l'œuvre de Bonnard jusqu'à la Méditerranée. Hein. Et donc ça c'est essentiel et vous l'avez très très bien rendu et j'ai trouvé vraiment l'équipe formidable pour ça. La lumière est magnifique, ça aussi, les décors sont incroyables. Il y a quelque chose qui est très véridique là-dedans. On est plongé dans une atmosphère, comme on est plongé dans Camille Claudel par exemple, où on voit qu'il y a un travail incroyable sur la lumière et les décors. Mais c'est un parti pris sur Bonnard. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de demander à Martin quelle image il avait peut-être de Bonnard avant de faire le film. Parce que c'est une histoire d'amour entre Pierre et Marthe, mais il y a eu d'autres histoires. Et pourquoi se focaliser sur cette histoire-là? Parce qu'il y a eu Pierrette Vernon qui est venue à moi et qui avait une demande. Et cette dame, la petite nièce de Marthe Bonnard, voulait que je réhabilite Marthe. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai toujours
connu Bonnard. J'ai toujours vécu. J'ai une mère qui était passionnée de peinture, donc c'est un peintre qui m'est familier, avec qui je vis. Je vais voir les tableaux dans les musées. C'est une peinture qui vibre, qui est vivante, très très vivante et lumineuse. Donc il y avait quelque chose à l'intérieur de ça qui me parlait déjà, mais je me sentais, c'est pas une question de légitimité, mais pas nécessairement utile à dire quelque chose de Bonnard. En revanche, quand j'ai commencé à m'intéresser à Marthe, à travers l'œuvre, j'ai vu qu'elle avait une influence, j'ai vu qu'elle avait œuvré elle-même pour que les tableaux, les visages de Marthe sont très particuliers. Enfin, moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, j'ai jamais entendu parler de ça, des yeux flous. Et elle pose la question, d'ailleurs, je l'ai écrit dans une séquence au Salon des Indépendants, quand elle dit, pourquoi mon visage est toujours flou? Il ne peint que mon corps, et il n'a peint que son corps. C'était son corps qui l'intéressait. Mais pourtant, derrière ce corps, il y avait une femme. Et c'est là où j'ai eu envie de plonger dans l'histoire en me disant quelle influence a eu cette femme sur l'œuvre, alors qu'on a le sentiment que être une muse, c'est déjà pas si mal, qu'elle ferait mieux de se taire et de se laisser faire. Et vu ce que j'entendais dire ou ce que je lisais sur elle, qu'elle n'était pas facile, je me suis dit, elle s'est défendue. Donc j'ai une personnalité intéressante. Il y a des photos d'elle, dont une photo très belle, mais on me dit que c'est pas Marthe, où elle a les cheveux levés, comme ça elle est assez jeune. Elle est très très belle. Donc je me dis, il y a eu une jeunesse très belle, une vieillesse plus rude, comme ça, où elle se ferme. C'est une femme qui a été trompée, mais en même temps, qu'il n'a jamais quittée. Donc raconter l'histoire d'une création au sein d'un couple, avec un vrai couple qui, malgré... Aujourd'hui, on se trompe, on se sépare, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et elle est restée. Et je trouvais ça noble. Et je me disais qu'il y avait une noblesse chez cette femme, quelque chose, en effet, que réclamait à corps et à cri Pierrette. Et j'y suis allé en me disant, c'est peut-être pas ça qui va sortir du film, mais finalement, c'est ça qui ressort. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la spécificité de Bonnard? C'est un peu vaste. On dit que c'est un peintre de la mémoire. Vous pouvez nous expliquer un peu ça? Bonnard, c'est un artiste qui travaille énormément. Vous parlez de 2000 tableaux, mais il y a énormément de dessins, il y a des lithographies, des gravures, il a beaucoup travaillé, il travaille tout le temps. Il est tout le temps avec un carnet à dessin. Et donc lui, il croque la vie, mais il croque d'abord la ville au départ. Et ensuite, il va croquer la campagne et les portraits. Et il est tout le temps en train de travailler, donc il travaille non pas comme un peintre de plein air, comme Monet, par exemple, qui est magnifiquement représenté en train de peindre des nymphéas. C'est vraiment ce que ferait Monet, en fait. Il arrêterait de manger pour peindre un nymphéa. Bonnard, lui, il se promène tous les matins. Il va se prendre la promenade du chemin de halage. Il a son carnet à croquis. Il discute avec les paysans. Voilà, il est un homme plutôt à l'aise aussi pour discuter avec les gens. Et puis il croque la vie, il croque les animaux, il fait les vaches, il fait des moutons, il fait aussi des pastèques, enfin tout ce qu'il trouve, des arbres. Et il revient dans son atelier et il placarde en fait dans son atelier, parce que pas un atelier en tant que tel à Vernon, hein, c'est vraiment une chambre, plusieurs toiles, sans châssis, il les punaise et il commence à peindre. Et il fait plusieurs œuvres à la fois. Donc c'est un travail sans cesse de recommencement, de mémoire. Et donc ça, c'est très intellectualisé, en fait. Et ce que je trouve assez juste, c'est quand il y a une scène où il remet du jaune, on met jamais assez de jaune. C'est une phrase véridique, en fait, il l'a raconté à ses neveux. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans sa peinture, qui est une peinture qui est très évanescente. Quand on regarde une peinture de Bonnard, souvent on ne comprend rien. On ne voit pas ce qui se passe. C'est un paysage un peu abstrait, des taches jaunes, vertes, bleues. Puis soudain, notre regard se fixe, on commence à voir sur les paysages un personnage, un chien, Ubu, Poussette. Des enfants, toujours, qui courent quelque part. Il est entouré d'enfants, Bonnard. Il aime beaucoup la vie, c'est un peintre joyeux, mais avec des grandes phases, en effet, de mélancolie. Et c'est ce que raconte aussi le film, en fait. Cette ambivalence entre la joie et puis la souffrance, peut-être autour de cet amour. Je vais juste vous montrer une image de Marthe, parce qu'on en a quand même quelques images en peinture. Ici, voilà, elle est dans son intérieur. Martin, vous avez l'image ici. On voit bien comment elle est représentée assez mélancolique, assez fermée, mais dans un intérieur bourgeois. Et il y a toujours ce jaune qui vient nous illuminer un petit peu, et le rouge, qui est une peinture très vive, une peinture de la passion. Donc c'est aussi quelque chose qui intéresse Bonnard, c'est d'avoir une dualité dans la représentation. Et donc ça demande du temps de regarder un tableau de Bonnard. Il y a des petits formats, des grands formats, mais on est plongé dans la peinture.
Et c'est un artiste qui va aller de plus en plus vers l'impressionnisme. Et c'est ça, on passe des Nabis, du groupe des Nabis dont vous parlez, Paul Cerisier, Denis, tout ça. Et puis il va être de plus en plus fasciné par Monet, et c'est pour ça qu'il vient vers nous. Parce qu'il adore Monet, et il est à côté de Giverny, et il adore la Normandie, il va venir. Alors qu'au départ, les Nabis étaient plutôt en rupture, hein, si j'ai compris. Oui, les Nabis, au départ, c'est un groupe d'amis, de copains, ils sont très jeunes, et ils sont à Paris. Bonnard est un excellent élève, il a fait Charlemagne, il a fait Louis le Grand. Il devient avocat, et il rate le concours peut-être par malice, il ne veut pas devenir fonctionnaire, et il fait plaisir à son père, mais il y a beaucoup d'artistes impressionnistes qui auraient été des formidables avocats, hein. Degas le premier par exemple, ou d'autres auraient été médecins. On fait plaisir aux parents, on fait des études à Paris, puis parallèlement on fait des études de dessin, c'est ce qui se passe pour Bonnard. Il va à l'Académie Julian, et puis il rencontre d'autres amis, Cerisier, Denis, Anson, Roussel, Vuillard, et donc ils deviennent un groupe de copains. Et il crée un groupe qu'on appelle les Nabis, ce que vous dites dans le film, ce qui veut dire les prophètes en hébreu. Mais c'est un titre qu'on a donné en 1900, dans les années 20, 1920. C'est Maurice Denis qui le donne au groupe. Eux, ils se considèrent comme des indépendants, comme des symbolistes, et ils se posent complètement aux impressionnistes, qui sont des gros ringards, qui sont des stars. Monet est une star, Renoir aussi. Et ils considèrent qu'il faut révolutionner la peinture, et qu'ils créent un groupe autour des leçons de Gauguin sur le cerne, les aplats de couleurs, d'après un tableau de Cerisier, le Talisman, qui est une petite boîte à cigares que Cerisier a peint sur les conseils de Gauguin à Pont-Aven. Et c'est devenu une icône de l'art moderne, ce talisman, c'est un paysage du Bois d'Amour à Pont-Aven. Et cette petite œuvre qui est ramenée à Paris va être un modèle pour ce groupe d'amis qui va durer 10 ans. Voilà, les Nabis, ça dure 10 ans à peu près. Et puis chacun va mener sa carrière de manière indépendante. Maurice Denis, Cerisier, Vallotton, Vuillard, Bonnard, Roussel. Une des spécificités, c'est que par exemple Vuillard et Roussel vont être très très proches. Vuillard va à une sœur et sa sœur Marie va épouser Roussel. Donc il y aura des liens d'amitié et de famille qui vont se nouer. Et ce groupe-là continue à se voir tout au long de leur vie. Et donc ils meurent tous, c'est assez frappant, dans les années 40. C'est une vraie génération, 1867, 1944. Et Bonnard est un des derniers, c'est le dernier Nabi mort en 47. C'est vraiment un groupe qui évolue au fil du temps vers l'impressionnisme, et Bonnard est celui qui s'est beaucoup renouvelé. Voilà, même d'autres se sont renouvelés, mais il est allé de plus en plus vers la modernité, et c'est un artiste assez fascinant, parce que finalement on avait une image un peu tronquée du peintre du bonheur, et puis en fouillant un peu les archives, en regardant, on voit que c'est une vie beaucoup plus compliquée que ça. Et justement, on peut voir quelques images de la maison. J'imagine que ça a été un crève-cœur de ne pas pouvoir tourner. Non. 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 Un gros boulot alors. Non, je cherchais pas. Ça, c'est Marthe. Vous avez fait l'impasse sur Lucienne, qui est une autre muse de Bonnard. Je le dis parce qu'en fait, il a eu plusieurs vies et plusieurs amis. Il était très proche de Lucienne, qui meurt en 1927. Donc dans les années 20, Bonnard, il a plusieurs drames. Hein. Il y a René qui meurt, et puis il y a Lucienne. Donc ça, c'est aussi une découverte assez récente, hein, la vie de Bonnard et de Lucienne, qui est un modèle qu'on trouve dans beaucoup de tableaux de Bonnard. Et souvent, les portraits de Bonnard, ils sont doubles. Vous avez 2 femmes ou 3 femmes, et quand on les regarde, on ne sait pas qui est qui. Est-ce qu'il y a Marthe? Est-ce que c'est René? Est-ce que c'est Lucienne? René la blonde, Lucienne la brune, et Marthe entre les deux. Et c'est aussi ce qui est intéressant, cette dualité dans la peinture de Bonnard. Ici, c'est René, qu'on voit aussi évidemment très bien dans le film, cette magnifique blonde évaporée qui veut, voilà, elle veut absolument qu'il l'épouse, et la présente à ses parents à Rome, hein, c'est ça. Et puis je vous montre la maison, qui est une petite maison, toute petite maison. C'est vraiment la vue que j'ai faite de la maison. La porte d'entrée est à droite. Et la fenêtre a été décalée. Cette fenêtre, en fait, elle a été bouchée, elle a été décalée. Et juste un petit peu à droite, c'était la salle de bain. La salle de bain si importante pour Marthe. Ici, je vous montre une vue, en fait, comment ça se passait. Et Bonnard reçoit beaucoup de gens. La bicoque est toute petite, ça fait à peu près 80 mètres carrés. Il y a 2 étages, un rez-de-chaussée qui donne sur le jardin, et puis les chambres à l'étage. C'est trop petit pour recevoir ses amis. Il reçoit Vuillard, Roussel, Thaddée, Natanson. Et donc ils vont à côté. La maison que vous voyez là derrière, c'est ce qu'on appelle ma campagne. C'est l'auberge où ils allaient tous manger, parce qu'on ne mangeait pas dans la maison de Bonnard, c'était beaucoup trop petit. On allait manger à l'auberge, ou alors on fait des pique-niques le long de la Seine. Et il avait surtout un jardin incroyable. C'est ce jardin, on voit la maison avec cette rambarde. Au rez-de-chaussée, c'est la maison transformée.
c'est le jardin en hiver. Alors ça a été évidemment remanié, puis derrière il y a une maison des années 40 qui a été rajoutée. Mais on a des photos historiques, et on voit ici Marthe avec son chien. Elle est en fait devant la salle à manger, et à droite c'est la cuisine. Vous voyez, c'est rudimentaire comme mode de vie, c'est compliqué de vivre comme ça. Il y a un puits, il y a un jardin qui est très sauvage, et ce jardin, c'est ce qui a intéressé Bonnard, avec une vue incroyable sur la Seine. C'est vraiment le plus de cette maison. Il y a le chemin de halage, la Seine, les Cygnes, le hangar à bateau. Il n'a plus qu'à descendre avec son bateau pour aller faire de la barque. Et ce qui vraiment intéressé Bonnard, c'était le rapport à la Seine et à l'eau, avec cette maison. Avec un colombage et un escalier qui donne directement sur le jardin. Vous voyez les petits personnages, et puis Ubu, qui est là, le petit basset toujours. Et on a donc un peu une idée maintenant de la maison, comment s'était constituée cette maison. Je vous montre un peu le plan, on l'a synthétisé avec notre équipe. C'est le rez-de-chaussée, le jardin, vous avez une toute petite cuisine qui fait 10 mètres carrés, la salle à manger qui paraît immense dans les tableaux de Bonnard, elle fait 12 mètres carrés. Et puis à gauche, vous avez un cellier, un garage parce que Bonnard adore les voitures, c'est son luxe. Il achète en 1912 une Renault incroyable, après il va avoir d'autres voitures de luxe. C'est un homme qui est issu d'un milieu bourgeois, hein, donc on voit bien dans le film d'ailleurs. Il n'a pas envie de trop être dans ce milieu-là, mais il en a les codes. Il parle bien, il est bien habillé, il fait des mondanités, il fait des vernissages, on en voit. Mais il aime beaucoup les voitures, il aime beaucoup voyager, c'est un homme indépendant. Et donc le garage est important, les voitures c'est important. Et à l'étage, en revanche, c'est beaucoup plus sommaire. Vous avez en fait la cabinet de toilette à gauche, là où on va toujours voir Marthe, une chambre, l'atelier et une deuxième chambre. Donc les deux ne sont pas dans la même chambre, et l'atelier est au milieu, avec une petite bibliothèque, et surtout cette grande cursive qui lui permet de se promener et de peindre avec une volonté de regarder la Seine. Si je poursuis la description, vous avez un cabinet de toilette, évidemment. C'est là où on voit Marthe tout le temps en train de se baigner. Qui est récurrent dans la peinture de Bonnard comme... Complètement, complètement, c'est obsessionnel chez lui. Là, on le voit très bien avec le cabinet à droite. Vous voyez, il est juste devant le cabinet de toilette. Et puis, on voit, elle est tout le temps en train de se baigner. Alors, oui, on dit qu'elle était agitée, ça calmait les nerfs. Il y a aussi une mode hygiéniste, certainement. Je ne suis pas sûr que, pour avoir visité la maison de Bonnard à Vernon, que la salle de bain fut très luxueuse. Ça devait être assez rudimentaire. Mais on en a quelques images. On a Marthe au tube, ici en 1907-1908, peut-être un petit peu avant, mais c'est à peu près la même salle de bain. Et puis, il en a tiré évidemment beaucoup de tableaux où on la voit. Mais en fait, il n'est pas en train de la voir tout le temps. Il a fait un croquis, il s'en souvient, et puis il en fait des variations sur le nulier. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que Bonnard va avoir dans l'esprit que Marthe a un corps de jeune femme de 20 ans jusqu'à sa mort. Oui, le corps de Marthe évolue pas reste jeune. Alors, ça, c'est un leitmotiv chez lui. Et puis, on voit encore Marthe, là, en train de se baigner, c'est notre variation. Ce qui m'intéresse, c'est le lien aussi avec Monet, 1917. Vous voyez en haut cette grande tache bleue. Si vous zoomez uniquement sur cette tache bleue, ce sont les nymphéas de Monet. Ça m'a frappé. On a le tableau au musée de Giverny. C'est vraiment ce qu'il a vu. C'est les nymphéas. Il y a aussi des jeux de codes de peinture chez Bonnard. L'atelier, c'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est une chambre. On le voit ici devant son atelier, en fait. Il est en train de discuter avec Marthe sur la cursive. Et de la fenêtre, il voit ça. Et on en a une autre image, c'est le tableau qui est à Nice. Vous voyez que sur les rebords des chambranles, vous avez des œuvres. Il a placardé ce qu'il est en train de peindre. C'est très rudimentaire, et puis il enlève au fur et à mesure ce qu'il est en train de peindre. Donc c'est un bourgeois bohème, il adore ça, recréer, enlever. La scène où elle arrache la peinture, c'est une scène véridique. Visiblement, c'est ce que raconte Léane Lauser, qu'elle a piqué une crise de jalousie, Marthe, parce qu'elle est au courant qu'il a une liaison avec René. Mais elle va évidemment détruire des dessins, elle va tout arracher. Et donc, Bonnard arrive avec Arthur Anne Lauser et arrive à la calmer. Et donc, c'est aussi le mode bohème de Bonnard. Il n'a pas un atelier en bonne et due forme, sauf à Paris, mais à Verdonnet, c'est quand même très rudimentaire. Ce qui compte, c'est les tubes de peinture et
et les toiles qu'il emmène au-dessus de sa voiture aussi. Si vous imaginez, la voiture est de luxe, au-dessus des rouleaux de peinture pour des grands châssis, pour des grands tableaux. C'est des toiles qu'il découpait lui-même. C'était pas des toiles préconçues. Non, c'est. Gauguin, il peignit sur des toiles de jute, lui, il peint sur des toiles un peu à l'arrache. La salle à manger, c'est une salle à manger toute petite qui paraît magnifique, mais c'est tout petit. On peut à peine mettre une table ronde, il y a une cheminée, ça donne sur le jardin, mais il va le sublimer, il va en faire une œuvre incroyable, la salle à manger, l'heure du café. Voilà, on a l'impression que c'est un intérieur bourgeois magnifique. Il y a la nappe blanche, mais en fait, c'est très coloré chez Bonnard, et donc il y a toujours ce jaune, ce rouge. Et puis, voilà, encore deux personnages. René, certainement, mais Marthe aussi. Il y a une volonté de dualité chez Bonnard, même dans les moments les plus intimes, les plus heureux. Voilà, encore une salle à manger, avec une ouverture. Il y a un rapport à la fenêtre aussi, l'intérieur, l'extérieur, c'est très cinématographique. Et dans le film, justement, il y a des très belles traversées comme ça de caméras qui s'avancent à travers. Quand je revois toutes ces images, je me souviens quand j'ai visité la maison, évidemment, on ne peut pas tourner dans une maison aussi petite. Parce que vous imaginez la caméra, tout le monde, la script, chef op, les machinaux, on est 15 déjà dans la salle. Donc c'est pour ça que même si j'avais recréé la maison, si j'avais eu ces moyens-là, il aurait fallu que je double les volumes. Enfin, c'est très très délicat. Hein. Je me souviens pour Violette, on avait recréé ce qu'elle appelait son réduit, qui était rue Paul Bert, une espèce de truc dans une cour minable où elle a vécu longtemps, hein, avant de connaître le succès. Et mon chef d'éco, Thierry François de l'époque, m'avait dit « Mais non, Martin, il ne faut pas l'agrandir trop », parce qu'on se disait « Mais on ne va pas pouvoir bouger ». Donc on avait fait des fausses cloisons qu'on changeait, qu'on enlevait pour pouvoir quand même, sinon on fait tout en gros plan et c'est pas mon travail. Donc ça faisait partie aussi des impossibilités pour moi de me projeter dans la vraie maison. Bon, de toute façon, il y avait ces grandes baies vitrées, tout ça, c'était pas possible, mais de retrouver cette petitesse dans les décors, c'est au cinéma absolument impossible. Après ça, il faut pas non plus qu'on bascule de l'autre côté. Et c'est tout le travail de lumière, d'imagination, des plans qu'on fait ensuite. Là, l'opérateur, c'est Guillaume Schiffman. C'est quelqu'un avec qui vous aviez... J'avais fait La Bonne Épouse avec lui. D'accord. Oui. Qui est un grand chef-op français. Un chef opérateur, fils de... C'est grâce à lui qu'on a tous les Truffaut sont restaurés. C'est lui qui s'occupe, puisque sa mère était... Suzanne Schiffman, la script de Truffaut, c'est elle qui a écrit Le Dernier Métro. Et justement, comment vous avez travaillé comment vous décidez avec lui? J'imagine quand on fait un film sur la peinture, la question de la photographie, elle est épineuse, enfin elle est sensible. Comment vous travaillez avec lui? Comment vous le choisissez? Qu'est-ce que vous vous dites, hein? Quelle était votre ligne de conduite? On parle beaucoup, on regarde les œuvres déjà, on plonge dans la peinture de Bonnard, et je pense qu'en revoyant là les tableaux, je vois qu'on est resté fidèle à quelque chose. Enfin, on a essayé de capter quelque chose de l'ordre de la lumière, des couleurs de Bonnard. On voulait absolument échapper au film historique. On ne veut pas, parce qu'aujourd'hui, les films historiques se ressemblent, ils sont tous faits un peu de la même façon, mais un peu de sépia, de machin. Il y a même des logiciels pour faire passer les séries. On passe tout ça à l'étalonnage très rapidement, et on a une chose un peu respectable, mais qui n'est pas travaillée. Et nous, on a passé un temps fou. C'est des jours et des jours de travail. On a poussé un peu toutes les couleurs des tableaux. Guillaume a demandé à Edith Baudran, qui a refait toutes les toiles, de pousser les couleurs, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus loin que les couleurs de Bonnard. Et on a retravaillé après à l'étalonnage pour rééquilibrer la nature. Parce qu'évidemment, on tourne dans des décors naturels, on ne peut pas éclairer les décors naturels. On a eu beaucoup de chance, on a eu une très belle lumière, un temps de rêve, donc ça c'était déjà formidable. Mais après, oui, par exemple, quand il y a toute cette séquence où René s'enfuit, on a tourné ça sur l'île qui est juste en face. La lumière était très belle, on a tourné le matin, mais on a accentué tout ça, on a retravaillé les jaunes, les oranges, et on a vraiment repeint le film une fois qu'on l'avait monté. Alors dans quelques instants, je vais donner la parole à la salle et aux autres salles. J'ai une question. Dans le film, on voit des peintures reprises des années après. Est-ce que c'était quelque chose d'habituel, comme ça, de revenir sur des tableaux Bonnard, il fait beaucoup ça. Il peut prendre 20 ans à reprendre un tableau.
Voilà. Et puis comme c'est roulé, il oublie, il reprend. La peinture s'est craquelée. Et il y a un tableau assez célèbre. En fait, il a peint un tableau et on lui redonne à peindre. Et il espère que les générations futures vont l'accepter. Il voudrait arriver en l'an 2000 avec des ailes de papillon. Voilà, c'est son expression pour que les jeunes puissent voir sa peinture en l'an 2000 avec la légèreté d'ailes de papillon. Donc il est conscient en fait que sa peinture a besoin d'être régénérée. Et c'est vrai que l'amandier qu'il peint, il en a fait plusieurs versions, mais il a rajouté du jaune à la fin. C'est une des dernières touches de peinture qu'il ait mise sur cet amandier. C'est absolument bouleversant en fait, parce que c'est une synthèse de tout ce qu'il a voulu faire, et en même temps il est encore dans la création la plus totale, en n'ayant rien à faire du surréalisme, du cubisme, de tous les mouvements d'avant-garde. Il est resté sur une modernité qui lui était propre, c'est-à-dire la recréation sans cesse de son œuvre. Et c'est quelque chose qu'il a fait depuis le départ. En fait, il a beaucoup repeint, mais il a pas dénaturé, il a amélioré, il a revivifié sa peinture. Mais d'autres artistes le faisaient. Monet passait son temps à repeindre. Ce qu'on ne sait pas chez Bonnard, c'est s'il a détruit beaucoup d'œuvres. Monet, lui, il est assez caractériel, il jette des œuvres dans l'Epte, il en détruit plein. Degas, il donne des coups de pied à ses tableaux. On ne voit pas de Bonnard s'énerver sur ses tableaux. En fait, il les laisse, il repose. C'est peut-être une démarche très intellectualisée. Et puis, il va y revenir. Et ça, c'est la preuve d'un grand artiste, en fait. Alors, s'il y a des questions dans la salle, on va commencer peut-être par Pessac. N'hésitez pas, ou des réactions. Tiens, je te passe ça. Je vous remercie pour ce très beau film. Vraiment, je ne connaissais rien de Bonnard. Merci. Alors, ma curiosité est de savoir si ce tableau qui est resté à Rome, il a été signé après, c'est la repris. Ça, j'ai totalement inventé, mais j'ai inventé. Je pense que Cyril vous en parlera mieux que moi. Mais voilà, ça, c'est du cinéma, c'est romanesque. Et j'ai totalement inventé, mais ça, c'est pour les besoins de l'histoire. Comment faire revenir René, comment montrer que la culpabilité chez eux est un des facteurs de destruction de la psyché de Marthe. Il fallait que René revienne. Et c'est encore plus beau de la faire revenir avec un tableau. Je crois que ça a déjà existé dans pas mal de films. Je me suis un peu inspiré d'Hitchcock quand même, l'apparition bleue, verte. J'ai une question. Pardon, je vous laisse. Allez-y. Je poserai la question. Allez-y, je vous écoute. Pour ce qui est de l'œuvre de Marthe, est-ce qu'on a des tableaux d'elle, ou est-ce qu'ils ont été réservés, les tableaux qu'avait fait Marthe, dont vous faites effet dans le film? Alors, on peut vous répondre assez simplement. En effet, il y a au musée Bonnard au Canet, il y a une exposition des pastels de Marthe Solange, c'était son pseudonyme. Et donc il existe encore au moins une cinquantaine d'œuvres de Marthe que Monet a vues d'ailleurs et il a apprécié. Monet, c'est un artiste qui va aller souvent chez Bonnard. Il parlait pas, il ne disait rien. Il disait c'est bien, oui, d'accord. Et il a fait pareil pour Marthe. Visiblement, ça lui a plu. Et c'est un immense éloge en fait. Et donc c'est une peinture qu'on va redécouvrir grâce aussi à Véronique Serrano au musée du Canet, au musée Bonnard au Canet. Et puis nous, on va peut-être travailler sur un projet là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant de réhabiliter en effet cette petite période de création de Marthe Bonnard, qui a créé en 1921-1927, à un moment où Bonnard va pas super bien. Voilà, René s'est suicidé, Lucienne est morte en 27, il perd son frère en 23, je crois. Et donc il y a une période un petit peu de flou chez Bonnard au milieu des années 20, et elle va commencer à créer des choses très gaies d'ailleurs, des natures mortes, des portraits de chiens. C'est très vif en fait, et c'est peut-être une face de Marthe qu'on n'imaginait pas en fait, qu'on voit toujours dépressive, mélancolique dans ses bains, mais en fait à travers la création, elle a eu une explosion de couleurs. Là, j'ai une question d'un spectateur qui s'appelle Henri, qui demande est-ce qu'il y a de vrais tableaux dans le film ? Ah non, jamais, non, c'est impossible. Vous imaginez le coût des assurances, puis s'il y a un machiniste maladroit qui donne un coup de coude, ou Cécile de France qui marche dessus avec ses talons, non, c'est catastrophique. Non, jamais. Séraphine en avait refait tous les tableaux. C'est Édith Baudran, qui est peintre elle-même, qui fait des choses magnifiques, qui a refait les tableaux de Séraphine, qui a refait tous les tableaux du
du Van Gogh de Schnabel et qui a refait tous les tableaux de Bonnard. Et elle nous a beaucoup éclairé d'ailleurs sur la façon de travailler de Bonnard, parce qu'elle me disait, mais repeindre des Van Gogh, c'était du gâteau, Séraphine aussi, mais alors là, qu'est-ce que c'est difficile, parce que c'est des couches et des couches et des couches, et il travaillait tout le temps, et c'était passionnant d'abord de la voir faire, parce qu'elle est douée, mais tous les tableaux que vous voyez sont faux, puis on les a à différents stades sur le plateau de tournage, parce qu'évidemment, quand Vincent se met à peindre, on recommence plusieurs fois, donc à chaque fois on change le tableau, parce que vous imaginez, si on avait le vrai tableau, ce serait une catastrophe, même si c'est Vincent Macaigne. J'ai une autre question. Une personne demande si pourquoi Marthe a-t-elle menti sur son passé? Avait-elle honte de cette misère? Il y a un côté transfuge de classe quand même à un moment donné. Aujourd'hui, on dirait ça, oui, c'est Annie Ernaux. C'est ça. et Nicolas Mathieu. Enfin, oui, on en parle aujourd'hui très très librement, mais à l'époque. Elle est née. Je crois d'ailleurs, c'est Françoise qui m'avait parlé de ça. On s'est demandé si elle n'avait pas été abusée par son père. Enfin, c'était une histoire assez lourde, familiale. Sa mère était couturière ou sage-femme. Il y a différents sons de cloche. Mais enfin, la vie à Saint-Amand, dans le Berry, ça ne devait pas être très rigolo. En même temps, ce qui m'a plu, moi, dans ce personnage et que j'ai voulu montrer, je me suis dit, cette fille-là, on peut dire cette fille, elle a vécu dans la nature, parce que le Berry, c'était que ça. Hein. Et donc, son désir de campagne, ce désir d'isolement de Pierre, ça vient aussi d'une nécessité pour elle. L'asthme, tout ça, je pense que ça vient aussi d'une difficulté à vivre dans la ville. Et à la campagne, elle est dans son élément. Et la sexualité, pour elle, je crois même qu'on se demandait si elle n'avait pas un petit peu été prostituée. Hein. On a des doutes sur... elle a menti sur son âge. Je crois qu'elle a dit qu'elle avait 16 ans, elle en avait 23. Enfin, elle a quand même beaucoup raconté d'histoires. Mais à l'intérieur de ça, moi, ça me la rend plutôt sympathique. Et je pense qu'avec le regard qu'on pose là-dessus aujourd'hui, sur les classes sociales, sur le fameux transfuge de classe, c'était intéressant de montrer que pour son époque, elle avait été courageuse, elle a été une femme d'avant-garde. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en fait, elle s'est toujours occupée de sa mère, de sa sœur et de ses nièces, alors qu'elle aurait pu complètement les abandonner. Et à l'inverse, Bonnard, il ne la présente pas à sa famille. Donc c'est vraiment le bourgeois qui a honte. Comme c'est la réalité, hein. Il ne la présente pas, et au mariage, il n'y a personne. Quand il se marie en août 25, il n'y a personne. Il se marie dans le 17e arrondissement. Et donc, il y a une dichotomie dans le couple, en fait. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a pensé Bonnard quand il aperçoit qu'elle s'appelle Maria Boursin. Peut-être rien, peut-être que ça l'a amusé. Je ne pense pas qu'il ait été furieux, parce qu'en fait, lui-même était anti-institution. Mais elle a été très fidèle à des valeurs, en fait, de solidarité. Et ça, c'est un bel exemple, finalement. Alors que Bonnard, lui, était aussi très proche de sa famille, ses neveux, il les adorait. Mais c'est une famille bourgeoise. On ne voit pas trop le rapport avec son père. Voilà, c'est pas trop quelque chose qu'on explicite trop. Il adorait sa sœur. Mais c'est assez traditionnel. Mais avoir une vie comme ça, ou dire qu'on va à Paris, non pas pour essayer un chapeau, mais pour s'occuper de sa mère malade, ça, c'est tout ça très honorable de la part de Marthe. Une autre question à Pessac. Oui, vous situez dans votre film la créativité de Marthe à l'issue d'une crise de jalousie. Quelle est la réalité ? C'est ce que disait Cyril tout à l'heure. Bonnard a eu plusieurs épreuves, il a perdu René. C'est toujours aussi... la construction d'un film demande d'avoir des ressorts, demande d'avoir, comme dans une pièce de théâtre, comme des actes, des moments clés. Si j'étais entré dans la réalité même de l'histoire, j'aurais peut-être pas raconté les choses de cette façon. Mais ça me paraissait intéressant aussi de montrer que cette femme, pour survivre, parce que la peinture, comme l'écriture, comme toute création artistique, vient généralement d'une nécessité, avait éprouvé cette nécessité, l'avait vécue. C'était la mort ou c'était peindre. Et après ça, quelle est la réalité totale ? Moi, je n'en sais rien et je ne sais pas si quelqu'un le sait. Je ne sais pas si on a des traces réelles de tout ça. On estime qu'elle a commencé à peindre vers 1921 et qu'elle s'est arrêtée en 27. Et pourquoi elle s'est arrêtée alors qu'elle a une exposition qui est très remarquée, elle a des éloges.
On dit que c'est une artiste intéressante et elle s'arrête un peu peut-être vidée de sa substance. Et pourtant, elle meurt en 42, c'est-à-dire que pendant 15 ans, elle ne peint pas. Ou alors on ne le découvre pas, elle ne le présente pas, on ne le sait pas. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur Marthe. On va peut-être découvrir des œuvres. Puis c'est quand même intéressant, elle s'appelle Marthe Bonnard, mais son nom, c'est Maria Boursin. Son pseudo, c'est Marthe de Mélini. Pourquoi elle dit Marthe Solange ? C'était le nom de sa mère. Et voilà, elle a pris un sa nouveau, grand-mère. Oui, mais elle a pris un nouveau pseudonyme. Elle aurait pu dire je m'appelle Marthe Boursin. Et elle est quand même morte folle ou presque. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'était que le fait d'arrêter de peindre, c'était aussi parce qu'elle se rapprochait de Pierre et qu'elle avait fait un choix qui était d'être avant tout avec cet homme. Et c'était un sacrifice, on peut dire, un sacrifice noble. Voilà. Qui va l'amener à la folie. J'ai une question au sujet des enfants. Est-ce vrai qu'ils n'ont pas voulu d'enfants ? Et pourtant, au musée du Canet, il y a de très beaux tableaux d'enfants peints par Bonnard. C'est Salis de Béarn, une personne à Salis de Béarn qui demande ça. Ce sont surtout ses neveux. Oui. Et moi, j'ai appris il y a 3 jours, on a montré le film au musée d'Orsay. Il y avait la petite fille du fils que Lucienne a eu avec Bonnard. Bonnard a eu un enfant, il a eu une maîtresse, Lucienne Dupuis de Fresnel, donc je vais montrer le portrait, une liaison qui va durer 7 ans environ, et en fait elle a épousé un médecin, donc ça c'est Marion Guénaud qui a fait le livre, je vous invite à lire ce magnifique livre sur la jeune femme à la toque bleue, et c'est en fait, cette liaison va donner naissance à un enfant qui s'appelle Gérard. Et Bonnard va être le parrain de cet enfant. Et c'est très récemment que la petite fille a découvert l'existence vraiment qu'elle était la petite fille de Bonnard. Son père ne lui parlait pas de son enfance. Et en fait, elle a découvert des papiers, mais c'est comme souvent, on découvre des papiers, qu'est-ce que c'est que cette photo ? Et puis l'histoire se raconte comme ça, donc c'est un choc énorme. On a fait un livre qui est très, très sensible. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que Bonnard, il adore les enfants. D'abord, il est entouré de ses neveux, mais il a aussi un fils. Et ça veut dire que dans sa tête, il y a aussi une autre histoire. Et d'ailleurs, les tableaux Bonnard, il y a beaucoup d'enfants qui courent, qu'on voit. Et puis il y a une partie de Bonnard qu'on peut imaginer, c'est que c'est un immense photographe. Il fait beaucoup de photos, comme Maurice Denis, comme Vuillard, et il photographie beaucoup les enfants. C'est des portraits magnifiques de l'enfance. Et est-ce que la photo a influencé sa façon de travailler à Bonnard ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Comme les Nabis, ils ont beaucoup photographié avec des petits Kodak. C'est drôle parce qu'ils ont souvent les mêmes photos, les mêmes points de vue, avec Vuillard côte à côte à l'Étang-la-Ville chez Roussel par exemple. Et donc c'est une matrice de travail en effet. Il ne va pas prendre la photo pour en faire un tableau. En revanche, il va trouver un cadrage qui va l'intéresser. Il va s'en souvenir pour recréer quelque chose. Donc c'est aussi des témoignages de moments heureux qui lui échappent. Et comme c'est un peintre du souvenir, il garde ces moments-là pour le recréer à la toile. D'autres questions ? Non ? N'hésitez pas. J'ai une question par rapport à la musique du film. C'est Michael Galasso, oui. Qui était déjà sur d'autres films. Michael Galasso, je l'avais rencontré pour Séraphine. J'avais fait un premier montage. Je voulais pas de musique dans le film au départ. Et mes producteurs m'ont dit si, il faut de la musique, et ils n'avaient pas tort. Et j'avais moins d'expérience. Et j'étais plus raide. Et c'est le producteur belge qui a dit il faudrait demander à Michael Galasso. Et moi, ça me paraissait absolument inatteignable, puisque c'était lui qui avait fait la musique de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. C'est lui qui fait toutes les musiques de Bob Wilson, de Caroline Carlson. Enfin bon, pour moi, c'était inatteignable. Et puis, il m'a dit, mais si, je le connais, je vais l'appeler. Et il est venu à la table de montage, et il a regardé le film, avec nous d'ailleurs, sur la table de montage. Puis il m'a regardé, il me dit, ah oui, c'est bien, je vais réfléchir. Et puis, il est revenu... peu de temps après, avec un CD, en me disant c'est ça. Et c'était la musique de Séraphine. Et on a eu beau la refaire derrière ensemble, parce qu'après on l'a refait la musique, c'était une maquette. J'ai gardé la maquette, parce que la maquette était tellement belle, tellement habitée, comme souvent le premier jet, j'ai gardé la maquette. Et Michael est un homme malade, il est mort après Séraphine. Et il a eu son César pour la musique de Séraphine, et puis il est mort. Et je suis resté proche de sa femme, Laura.
Et là, je suis tombé par hasard, enfin, par hasard, j'écris souvent avec des musiques, et je suis tombé sur une musique de Michael alors que j'écrivais, qui est le thème principal du film. Et je me suis dit, mais c'est la musique du film, c'est ça, évidemment c'est ça. Et j'ai appelé Laura, je lui ai dit, Laura, mais est-ce que tu as dans tes tiroirs des musiques de Michael qui n'auraient pas servi? Est-ce que tu crois qu'on peut imaginer que ça pourrait être la musique du film? Elle me dit, bah attends, je vais fouiller parce que ça fait longtemps, hein, il est mort il y a longtemps, elle s'est remariée. Et puis elle a commencé à m'envoyer des choses. Et quand on a commencé le montage avec Tina Baz, c'était assez troublant parce qu'à chaque fois qu'on avait besoin d'une musique, j'appelais Laura, elle m'envoyait quelque chose et ça tombait pile poil. Non, ça a été très magique, la musique. J'ai une dernière question. On me demande qui tient le pinceau dans les prises de vue rapprochées dans le film. Alors c'est souvent Vincent, mais pas toujours. Ouais. Vincent a travaillé cette façon de... Ah oui, il a travaillé beaucoup. Ouais. Oui, il a travaillé. Il sait dessiner déjà, donc il a le geste et puis il a de très très jolies mains. Maintenant, on avait un peintre évidemment. C'était un garçon qui avait une main un peu comme celle de Vincent et avec qui on a fait certains gros plans. Mais je m'en suis pas toujours servi. Quelquefois, c'est Vincent. Et j'ai une dernière question par rapport à vos influences sur les... Alors là, vous n'êtes pas votre premier film, je te vois, je te tutoie, c'est n'importe quoi, pardon. Excusez-moi. Tu n'es pas à ton premier film sur la peinture. Est-ce que tu peux nous dire quel film comme ça t'inspire, de grands films sur la peinture, qui t'influence, on peut dire, qui m'influence, en tout cas, qui m'a profondément ému quand je l'ai vu, c'est le Peter Munch de Peter Edward Munch de Peter Watkins, oui, que j'ai vu, je me souviens, en 1976, il venait de sortir. C'est un film qui dure 3h30, à chaque fois je dis à tout le monde, voyez ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une absolue merveille, parce que pour l'époque c'était très très nouveau, c'était filmé à l'épaule. On filme toujours à l'épaule, maintenant tout est fait comme ça et c'est devenu une norme. Mais à l'époque c'était très très nouveau et il y avait ce personnage et ça m'a inspiré d'ailleurs certaines séquences du film où l'acteur qui jouait Munch s'arrêtait, regardait dans la caméra. Et j'adore ça. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi certains moments comme ça avec mes acteurs où on est avec eux, où ils vous appellent, mais comme les tableaux d'ailleurs, ils vous regardent. Non, c'est un très très grand film. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous.